dans l'obligation conjointe, si A attaque B si A attaque les débiteurs en justice, cette action ne le concerne que lui. Les autres ne sont pas concernés. Ça ne compte pas, point barre. Et donc, les autres peuvent aussi aller attaquer les débiteurs en justice. Le débiteur fera l'objet de 5 actions à son encontre. C'est quand même trop. Vous lui dites, il faut, même s'il y aura connexité, on va joindre, comme on va voir en droit judiciaire, mais quand même, c'est beaucoup d'actions à charge d'une seule personne. On se comprend très bien. Maintenant, écrivez. Donc, si on vous demandait de définir la solidarité active, c'est le fait pour un débiteur d'être en présence de plusieurs créanciers. Ça va? De sorte que les recours faits par un créancier, c'est pour obtenir la totalité. Le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur vis-à-vis des autres créanciers. Si maintenant les problèmes se posent, est-ce que je me fais comprendre? Quels sont les effets de la solidarité active? Soyez forts, mes amis. D'ici 11h, nous allons terminer avec les obligations. Prenons la pause de 30 minutes. 11h30, les droits du travail. On ne peut pas aller sur les 14h30 aujourd'hui? Même 20h, hein? Vraiment, vraiment. Je disais quoi? Oui. On aura vraiment une pause considérable, de sorte que nous puissions enchaîner avec le droit du travail comme il se doit. Ça va? Aujourd'hui, c'est la journée du droit du travail, mais obligation, comme c'est vaste, ça nous a obligé. Si, tout ça, les programmes, vous ne l'avez pas? Tu n'as pas les programmes? Donna, il faut mettre à la disposition de tout le monde les programmes. J'ai l'impression que dans le groupe, beaucoup de gens ne sont pas. On n'est pas dans le groupe. C'est le groupe. Non, chaque fois qu'on a formation, on crée un groupe ad hoc. Maintenant, ceux qui voudront bien, après la formation, que nous puissions les récupérer dans notre grande famille, le groupe Win-Win, on peut toujours les récupérer, nous les mettons là-bas. Là, ils auront maintenant, c'est la plateforme où il y a toutes nos informations, et ainsi de suite. Ça, c'est juste créé pour les besoins de la cause. Ah, vous avez suivi sur Facebook? Ah, ok. Mais vous n'êtes pas dessus. Je disais quoi? Quels sont les effets de la solidarité active? Quels sont les effets de la solidarité active? Quels sont les effets de la solidarité active? Premier tiré. Premier tiré. Premier tiré. Les débiteurs. Les débiteurs. Les débiteurs. Les débiteurs, ça va? Peut être attaqué. Les débiteurs peuvent être attaqués. Oui, peuvent être attaqués par chacun. Par chacun de créanciers. Passez-moi l'expression. Ça ne dispense pas les débiteurs de beaucoup de recours. Chaque créancier peut aussi venir. Papa, on a besoin d'argent. On se comprend bien? Cependant, virgule, il est tenu de payer l'intégralité. Il est tenu de payer l'intégralité. Il est tenu de payer l'intégralité. Ça va? À l'un d'eux. Il est tenu de payer l'intégralité à l'un d'eux. Je fais comprendre? Et le paiement fait. Le paiement fait. Le paiement fait. Le libère vis-à-vis des autres. Le paiement fait le libère vis-à-vis des autres. En cela, ça se distingue de quelle obligation? Conjointe. Dans l'obligation conjointe, lorsqu'on est en présence de plusieurs créanciers, les créanciers qui vous attaquent, il a besoin de sa propre part. Alors que dans l'obligation solidaire, dans la solidarité active, les créanciers qui vous attaquent, c'est pour avoir la totalité.
On se comprend bien? Deuxième tiré. Le créancier qui reçoit le paiement. Le créancier qui reçoit le paiement. Le créancier qui reçoit le paiement est tenu de rétrocéder aux autres leur quote-part. Est tenu de rétrocéder aux autres. Celui qui reçoit, il est tenu de rétrocéder aux autres leur quote-part. Le créancier qui reçoit le paiement est tenu de rétrocéder aux autres leur quote-part. Leur quote-part. Parce que lui, il reçoit la totalité, n'est-ce pas? Tenu de rétrocéder aux autres leur quote-part. Rétrocéder aux autres leur quote-part. On se comprend bien? B2, je pense que c'est ça. Hein? Est en présence de plusieurs débiteurs. C'est carrément l'inverse de la solidarité active. Hein? Un créancier est en présence de plusieurs débiteurs. De plusieurs débiteurs. Ça va? De sorte qu'il peut attaquer l'un d'eux. De sorte qu'il peut attaquer l'un d'eux. Il peut attaquer l'un d'eux. Il peut attaquer l'un d'eux. Ou lui réclamer la totalité de la dette. Il peut attaquer l'un d'eux pour lui réclamer la totalité de la dette. L'un d'eux pour lui réclamer la totalité de la dette. Je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes là? Ah. Très bien. Et le paiement fait par l'un d'eux libère les autres vis-à-vis du créancier. Le paiement fait par l'un d'eux libère les autres vis-à-vis du créancier. Suivez mes amis. Ici, vraiment, j'aimerais attirer votre attention. Je prends un cas. Monsieur A. C'est lui le bailleur dont je vous ai parlé. Il donne en location sa maison. Les loyers convenus, supposons, c'est de $1000. Il est convenu entre lui et ses débiteurs qu'en réalité, à l'échéance, il pourra attaquer l'un d'eux pour avoir la totalité. On est vraiment dans l'hypothèse de la solidarité passive. Un créancier face à plusieurs débiteurs dans le cadre d'un seul lien d'obligation. Et les parties conviennent que le créancier peut attaquer l'un quelconque des débiteurs, non pas pour lui réclamer sa quote-part. Ils sont en 4. Si nous devons recourir à la proportionnalité, c'est que chacun devra 250, n'est-ce pas? Non pas pour réclamer la quote-part, mais pour réclamer la totalité. On se comprend bien? Si jamais à l'échéance A attaque B, il sera question qu'il lui réclame combien? 250? Il sera question qu'il lui réclame 1000. Et lorsque B paye le 1000 à A, c'est qu'en réalité, les autres sont libérés. Est-ce que je peux comprendre? Et B ira réclamer à chacun d'eux le remboursement de ce qu'il a donné. Vous êtes là? Sinon, il y aura enrichissement sans cause. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se comprend très bien? Très bien. Ça, c'est l'hypothèse de la solidarité passive à ne pas confondre avec la solidarité active. Parce que dans la solidarité active, nous avions dit que plusieurs créanciers, vous êtes là avec moi? Plusieurs créanciers sont en présence d'un seul débiteur. On se comprend bien? Plusieurs créanciers sont en présence d'un seul débiteur. Nous inversons carrément la donne. Ici, c'est maintenant M. A qui est le locataire. B, c'est maintenant M. Bon, supposons, M. E qui est le locataire. A, B, C, D sont des héritiers. Ils bénéficient de la maison successorale. Ils font louer à $1000. Vous êtes là? Et donc, le débiteur est là et il est en présence de plusieurs créanciers. Il convient aussi que chacun des créanciers peut
peut exercer un recours contre les débiteurs, mais ce n'est pas pour réclamer sa quote-part. C'est pour lui réclamer la totalité. Dès lors que le débiteur paye la totalité à l'un des créanciers, il est libéré vis-à-vis des autres. C'est ce que nous voulons dire. On se comprend bien? Quitte au créancier qui reçoit le paiement de retrocéder aux autres leur quote-part. Solidarité passive, solidarité active, c'est bien distinct de l'obligation conjointe. Si dans l'une ou l'autre hypothèse, il s'agissait de l'obligation conjointe, on allait dire ceci. Nous sommes en présence d'un créancier qui a plusieurs débiteurs. Dans ce cas, il attaquerait chaque débiteur pour lui réclamer sa quote-part. Ça, c'est l'obligation conjointe. Est-ce que je me fais comprendre? Où nous sommes en présence d'un débiteur qui est en présence de plusieurs créanciers, c'est que chaque créancier attaquerait les débiteurs pour réclamer son dû, sa quote-part. Dans l'obligation conjointe, il y a beaucoup de recours. C'est pourquoi, au nom, mes chers amis, pour lutter contre ces recours-là, ou contre les inconvénients, on a pensé à la solidarité passive, la solidarité active. On est là, s'il vous plaît? Mais s'il vous plaît, vous allez poser la question, je vais vous donner la parole. Votre attention. Dans la solidarité passive, plusieurs débiteurs, un créancier. Le paiement fait par un débiteur libère les autres vis-à-vis du créancier. Mais il y a quelques éléments sur lesquels on doit insister, mes amis. Vous êtes là avec moi? Quelle est la place de la remise de la dette dans la solidarité passive? Si jamais le créancier voyait un des débiteurs et lui donnait la faveur pour lui dire non, je t'ai remis la dette. On a parlé de la remise de la dette hier, oui ou non? Un abandon total ou partiel. Ayez à l'esprit que la remise de la dette faite à l'un des créanciers, faite à l'un des débiteurs, libère les autres débiteurs vis-à-vis du créancier, sauf si le créancier entend conserver son recours vis-à-vis des autres. On se comprend bien? Je dis ceci, hein? Première notion importante dans le cadre de la solidarité passive, c'est la remise de la dette entre le créancier et un dépôt débiteur. Le créancier consent, il abandonne tout ou partie de la dette. Est-ce que vous me saisissez? Supposons A constate que B et son frère, il ne le savait pas. Nous sommes dans des familles africaines, ainsi de suite. Il dit, mais je viens de remarquer que tu es mon cousin. Mais comment est-ce qu'un cousin peut me payer la dette? J'accepte que toi, tu ne vas pas payer. Je consens l'abandon total ou partiel. On se comprend bien? La remise faite à l'un des co-débiteurs libère les autres, sauf si le créancier a expressément entendu conserver son recours vis-à-vis des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Mais dans cette hypothèse, la quote-part de celui qui a bénéficié de la remise des dettes sera déduite du montant global. On se comprend bien? Dans le cas d'espèce, si chacun doit 250, est-ce que je me fais comprendre? Et qu'il y a remise faite à l'un d'eux avec la clause de conserver les recours contre les autres. Donc le créancier, s'il doit attaquer les autres, il ne va pas leur réclamer les 1000, il va réclamer désormais 750. On se comprend bien? La remise des dettes n'est pas à confondre avec la remise de solidarité. Dans la remise de solidarité, le créancier voit un dépôt débiteur, il le dispense de la solidarité. C'est-à-dire, il prend l'engagement vis-à-vis de ce co-débiteur-là de ne pas l'attaquer pour avoir la totalité. Est-ce que je peux comprendre? Il le dispense de la solidarité. Il lui dit, toi, je vais t'attaquer juste pour réclamer la quote-part. Est-ce que je peux comprendre? Remettre la dette veut dire, je n'ai plus besoin de t'attaquer. Ni pour te réclamer ta quote-part, ni pour réclamer ce que je dois réclamer aux autres. Est-ce que je peux comprendre? Mais remettre la solidarité veut dire, je te dispense de la solidarité seulement. Toi, je vais t'attaquer pour te réclamer les 250. Et je reste avec les autres, je peux les attaquer pour réclamer. Si j'attaque l'un d'eux, je vais réclamer la totalité, déduction faite
de ta quote-part parce que tu as bénéficié de la remise de solidarité. Est-ce que vous me saisissez? Un débiteur qui bénéficie de la remise de dette, il est dispensé et de la dette et de la solidarité. Mais un débiteur qui bénéficie de la remise de solidarité, il est dispensé de la totalité de la dette et non de sa quote-part. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de la remise de dette ou de la remise de solidarité, les montants qui concernent les débiteurs en question doivent être déduits du montant principal. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la solidarité passive, si le créancier attaque l'un des co-débiteurs, il se pourrait, mes chers amis, que l'un des débiteurs soit aussi créancier du créancier solidaire dans un autre lien d'obligation. Or, nous avons parlé de la compensation, n'est-ce pas? La compensation implique la réciprocité, la fongibilité, la liquidité et l'échéance, oui ou non? Supposons que, votre attention s'il vous plaît, les bailleurs, celui le créancier, ça va? Il a eu à contacter un de ses colocataires, un des locataires, dans un autre lien d'obligation, ce dernier lui a prêté par exemple $2000. Ah, mais ça ne fonctionne pas, Abdona. Ce dernier lui a prêté $2000. On se comprend bien? Les locataires prêtent à son bailleur $2000, alors que le locataire se trouve dans la solidarité. Qu'est-ce qui arrive si jamais les créanciers attaquent les co-débiteurs? Et que parmi les co-débiteurs, il y en a un à qui le créancier doit, et ce, dans le cadre d'un autre lien d'obligation. Je ne sais pas si vous comprenez l'hypothèse. Attention, il n'y a que le co-débiteur qui est créancier du créancier solidaire dans un autre lien d'obligation qui peut lui opposer la compensation. Est-ce que je peux comprendre? Les autres ne peuvent jamais lui opposer la compensation pour dire d'ailleurs tu as la dette de notre ami. Pourquoi tu viens nous attaquer? Ça ne peut pas se faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se comprend bien? Hein? Mais maintenant, mes chers amis, il se peut aussi qu'un des co-débiteurs décède. Vous êtes là avec moi? Ah, ils sont allés contracter, on leur a donné $100 000. Ils ont convenu avec les créanciers qui vont payer dans tel délai. Malheureusement, la mort surprend l'un d'eux. Il décède. Il décède alors qu'il laisse sa succession. Est-ce que vous me saisissez? Dans ces cas-là, le créancier solidaire a la possibilité d'attaquer les héritiers du co-débiteur décédé. Mais il ne va pas attaquer les héritiers pour demander à chacun de la totalité de la dette solidaire. Non. Il va demander à chaque co-héritier une portion équivalente, mes chers amis, à la quote-part successorale qui revient à cet héritier, et ce, proportionnellement à la dette solidaire. Qu'est-ce que je veux dire? Suivez-moi. Supposons que c'est décède. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Il laisse 3 héritiers. F, G et H. Dans son testament, il dit que F bénéficie des 2 quarts de son héritage, G 1 quart et H 1 quart. On se comprend bien? Est-ce que vous me saisissez? A a la possibilité d'attaquer les héritiers. Maintenant, quand il attaque les héritiers, à chaque héritier, il ne veut pas réclamer la totalité, non, de la dette solidaire. À chaque héritier, mes chers amis, il sera question de prendre la totalité de la dette solidaire et de tenir compte de la quote-part ou de la vocation successorale de chaque co-héritier. On se comprend bien? Comme F bénéficie des 2 quarts de l'héritage, la dette solidaire est de 1000, donc si A doit attaquer F, il va lui réclamer 500 qui est la moitié de 1000. On se comprend bien? S'il doit attaquer G, il va lui réclamer 250, s'il doit attaquer F, il doit lui réclamer 250. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour dire en d'autres termes que la solidarité ne met pas forcément les créanciers à l'abri, notamment la solidarité passive, hein, à l'abri de beaucoup de recours. Surtout si un des co-débiteurs vient de décéder. S'il faut attaquer les héritiers, on va multiplier les recours. C'est au nom de cet inconvénient qu'en droit des obligations, on a pensé à l'obligation indivisible. Si une obligation est considérée comme indivisible par les parties, même en cas de décès d'un des co-débiteurs,
chaque héritier sera tenu par la totalité de la dette indivisible. Les débiteurs qui doivent donner l'intégralité. Non, il a la possibilité d'attaquer l'un quelconque. Donc, il choisit. Oui. Ah. Ça va pas Il n'y a pas de Récupérer auprès des autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que les héritiers payent juste la quote-part de l'affaire? Non. Sinon, on n'est pas dans la solidarité, on est dans l'obligation conjointe. Ok. On peut évoluer, s'il vous plaît? Oui. Dans l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire que c'est 1000 $, chaque quote-part, c'est 50 $. Au cas où. L'héritier B a un quart, ainsi de suite. Vous prenez 1000 fois 2 sur 4 pour l'héritier A, 1000 fois 1 sur 4 pour l'héritier B, 1000 fois 1 sur 4 pour l'héritier C. Oui. Pour le cas du bail, on considère que tous les héritiers là sont familiers. Pardon? Dans le cas du bail, parce qu'un créancier a plusieurs débiteurs, tous les débiteurs là sont familiers. Pas des personnes distinctes. Non, ça peut être des personnes distinctes, ça peut être des amis. Mais parce que la solidarité qui nous lie à travers ce texte. La solidarité. Effectivement, effectivement. Oui. Je donne l'exemple d'un député, l'un des députés qui n'est pas décédé, mais qui fut par exemple, qui n'a laissé une trace. Comment faire d'abord? Dans pareil cas, le créancier va attaquer les autres pour avoir la totalité. Lui, il a la totalité. C'est maintenant Ah, effectivement. Même dans la solidarité, l'insolvabilité de l'un est couverte par les autres. Écrivez d'abord. Vous êtes là? Écrivez. Notez bien, premier tiré. Premier tiré. En cas de solidarité passive, en cas de solidarité passive, donc un créancier face à plusieurs débiteurs, réclamant à chacun de la totalité. Lorsque l'un paye, les autres sont libérés vis-à-vis du créancier. Vous êtes là? Oui. En cas de solidarité passive, virgule, le débiteur ne peut pas opposer au créancier. Ne peut pas opposer au créancier. Ne peut pas opposer au créancier. L'exception du bénéfice des divisions. Soulignez exception du bénéfice des divisions. L'exception du bénéfice des divisions. Ça va? C'est-à-dire, ça va? Lui demander de diviser la dette solidaire entre les co-débiteurs. Non. Il ne faut pas lui opposer l'exception du bénéfice des divisions. De diviser la dette solidaire entre les co-débiteurs. Sinon, on n'est plus dans la solidarité. On se comprend bien? Donc, celui qui est attaqué, il doit la totalité. Il ne peut pas opposer l'exception des divisions. Pour dire non, moi, je ne te paye que ma part. Sinon, on n'est pas dans la solidarité. Vous êtes là? En matière civile, la solidarité doit être expressément indiquée dans les contrats. Alors qu'en matière commerciale, la solidarité, c'est présume. Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi si trois amis sont allés louer, il faut que dans ce contrat de bail, la clause de solidarité puisse exister. Sinon, l'obligation reste conjointe. On se comprend très bien. La solidarité ne se présume pas en matière civile, mais en matière commerciale, elle se présume. Lorsque l'un des co-débiteurs est attaqué, pas d'exception de division. Pour dire, moi je te paye ma part, attaque aussi les autres pour récupérer leur quote-part. Non. Ça va? Écrivez. Il ne peut pas non plus lui opposer. 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 Ça va? Ça va? L'exception de bénéfice des discussions. Je veux dire, lui demander d'attaquer d'abord les autres. On se comprend bien? D'attaquer d'abord les autres
d'attaquer d'abord les autres. Ça va? Ça va? Ça va. Et si jamais ils sont insolvables, si jamais ils sont insolvables, ça va? Alors, il s'en acquittera. Il payera la dette. Attaque d'abord les autres. Si tu n'as pas auprès d'eux, tu viens chez moi, je vais te payer. C'est ça l'exception des discussions. C'est alors qu'il payera. C'est alors qu'il payera la dette. Il s'acquittera des... Attaquer doit la totalité. Quitte à lui maintenant d'attaquer les autres pour se faire rembourser. Ce sont les personnes qui sont sauvages. Ah, c'est ça le grand inconvénient de la solidarité. Mais le créancier est au moins à l'abri de cela, parce qu'il peut attaquer l'un quelconque pour avoir la totalité. On se comprend bien? Pas de bénéfice de division, pas de bénéfice de discussion. Division veut dire, tu m'attaques pour réclamer la dette solidaire, mais moi je te paye seulement ma quote-part. C'est interdit. Sinon on n'est pas dans la solidarité. Discussion veut dire, on peut attaquer l'un quelconque pour obtenir la totalité. Mais là, celui qui est attaqué là ne veut pas dire attaquer d'abord les autres. S'il m'apportait la preuve de leur insolvabilité, alors moi je vais payer. On se comprend bien? Là, c'est la discussion. Les deux exceptions sont interdites en matière de solidarité. Vous êtes avec moi? Troisième tiré dans les notés bien. Troisième tiré. Ça va? Merci. Hein? Le créancier solidaire peut consentir. Le créancier solidaire peut consentir. Le créancier solidaire peut consentir. Ça va? La remise des dettes à l'un des co-débiteurs. La remise des dettes à l'un des co-débiteurs. On a parlé de la remise des dettes, hein? Mode volontaire d'extinction d'obligation. Oui ou non? Un abandon total ou partiel de la dette. Peut consentir la remise des dettes à un des co-débiteurs, n'est-ce pas? Le principe est le suivant. Le principe est le suivant. Le principe est le suivant. 2 points. La remise des dettes consentie à l'un des co-débiteurs. La remise des dettes consentie à l'un des co-débiteurs. La remise des dettes consentie à l'un des co-débiteurs. À l'un des co-débiteurs. Ça va? Ah. Libère tous les autres co-débiteurs. C'est ça le principe. Vous êtes là? Libère tous les autres co-débiteurs. Tous les autres co-débiteurs. Sauf si le créancier entend conserver son recours. Ah. Sauf si le créancier entend conserver son recours. Ça va? Le créancier entend conserver son recours vis-à-vis de ces derniers. Entend conserver son recours vis-à-vis de ces derniers. Je ne sais pas si je fais comprendre. Donc, s'il remet la dette à l'un d'eux, il doit être prudent. Hein? S'il n'y a pas la clause selon laquelle je vais néanmoins poursuivre les autres, c'est qu'en réalité, il libère tout le monde. C'est ça aussi la solidarité. Est-ce que je me fais comprendre? Écrivez. Et s'il conserve son recours sur les autres, vous comprenez pas? Ah, tu peux expliquer. Et s'il conserve son recours sur les autres, il conserve son recours sur les autres, ça va? Virgule, il va, s'il conserve son recours sur les autres, ça va? Il va leur demander, il va leur exiger, leur demander, ça va? La totalité de la dette, déduction faite
La totalité de la dette, vous êtes là? Déduction faite. Déduction. Totalité de la dette moins. Totalité de la dette, déduction faite, je me fais comprendre, de la quote-part. Déduction faite de la quote-part de celui à qui il a remis. De celui à qui il a remis la dette. Si je peux m'exprimer en ces termes. Puis, j'entends conserver mon recours vis-à-vis des autres. S'il conserve son recours vis-à-vis des autres, les autres ne sont pas libérés à son égard. Les autres, il ne sera plus question de $1000. Parce qu'il a consenti la remise des dettes à l'un d'eux. Est-ce que je peux comprendre? Il sera question de $1000 moins la quote-part que doit le co-débiteur à qui il a remis la dette. Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est 250 moins 250, donc il va attaquer les autres pour réclamer 750. Si l'attaque fait, il ne va pas exiger que celle lui paye $1000. Sinon la remise n'aura aucun effet. On se comprend très bien? Il va exiger que celle paye 750. Ça, c'est la remise des dettes en matière de solidarité passive. On est là? Oui. La remise de solidarité. La remise de solidarité est le fait pour le créancier. Et le fait pour le créancier de dispenser un des co-débiteurs. Le fait pour le créancier de dispenser un des co-débiteurs. Dispenser un des co-débiteurs. Vous êtes là? Dispenser un des co-débiteurs de la solidarité. De la solidarité. Point. En d'autres termes, virgule, s'il doit attaquer ces derniers, ça va? Virgule, ce sera pour lui réclamer sa quote-part. Ce sera pour lui réclamer sa quote-part. Ce sera pour lui réclamer sa quote-part. Et non la totalité de la dette. Vous êtes là? Ouais, arrivez. Dans ce cas, s'il attaque les autres, ça va? C'est pour leur réclamer la totalité. La totalité. Déduction faite. C'est pour leur réclamer la totalité. Entrez. Virgule. Déduction faite. Déduction faite. Oui, maman. La totalité, virgule, déduction faite de la quote-part. De la quote-part. Déduction faite, de la quote-part. Déduction faite de la quote-part de celui à qui il a remis la solidarité. Passez-moi les expressions. À qui il a remis la solidarité. C'est celui à qui il a remis la solidarité. Vous êtes là, mes amis? C'est très important. Je prends du temps. Nous allons certes finir avec les obligations autour de 11h30, mais c'est très important que vous ayez fait ces choses. Si je reviens à mon exemple, le créancier solidaire consent la remise des dettes à B et la remise des solidarités à C. La remise des dettes, lorsqu'elle est consentie, il faut apporter la précision qu'on entend conserver son recours vis-à-vis des autres. Si on n'apporte pas cette précision, les autres sont également libérés.
Mais ici, nous sommes dans l'hypothèse où A remet la dette à B et il conserve son recours sur les autres. Remettre la dette veut dire abandonner. Il dit non, je ne vais plus te poursuivre. Dans la remise de la dette, B est dispensé et de sa quote-part, je me fais comprendre, et de la solidarité. A n'aura rien à réclamer à B. C'est fini. Parce que la remise de la dette entraîne l'extinction de l'obligation. On est là, n'est-ce pas? Mais la remise de solidarité, c'est-à-dire le créancier consent, accorde une faveur à un de ses co-débiteurs et lui dit « Je ne te considère plus comme un des débiteurs solidaires, comme un des co-débiteurs solidaires. Je ne vais plus t'attaquer pour demander la totalité, je vais t'attaquer simplement pour te demander ta quote-part. » Dans la remise de solidarité, on est libéré du montant global, mais on n'est pas libéré de sa quote-part. On se comprend bien. Donc, à l'échéance A, à taxer, ça ne sera pas pour lui demander les montants solidaires, mais pour lui demander sa quote-part, parce que c'est à bénéficier de la remise de solidarité. Mais à l'échéance aussi, A attaque B, alors que B a déjà bénéficié de la remise de dette, B va lui opposer l'extinction de l'obligation. Monsieur, tu m'attaques. Tu oublies qu'à travers cet acte ici, tu as procédé à la remise des dettes. Or, la remise des dettes était l'obligation. Donc, tu n'as plus rien à réclamer. Ni ma quote-part, ni la dette solidaire dans mon chef. On se comprend très bien. Mais nous disons avec vous que s'il y a remise des dettes, s'il y a remise de solidarité, les autres restent tenus, oui ou non. Mais ils ne restent pas tenus par la totalité. Il faut prendre la totalité et déduire de cette totalité les montants concernés par la remise des dettes et par la remise des solidarités. Combien de types? 3 types, n'est-ce pas? Conventionnel, légal et judiciaire. On a vu, hein? De telles choses, il faut les avoir déjà. N'allez pas échouer à une question à laquelle vous avez la réponse, mais vous avez oublié. Et qui m'a kingaï, ça fait toujours. Et on a été. Non. On peut évoluer? Très bien. Oui, de la compensation en matière de solidarité. Oui, de la compensation en matière de solidarité. De la compensation en matière de solidarité. De la compensation en matière de solidarité. Passive, hein? Vous connaissez la différence entre solidarité active et passive? Écrivez, mes chers amis. Solidarité passive. Point d'interrogation. Écrivez. Il n'y a que les co-débiteurs solidaires. Il n'y a que le co-débiteur solidaire. Il n'y a que le co-débiteur solidaire. Il n'y a que les co-débiteurs solidaires. Vous êtes là? Virgule. Créancier. Créancier. Ça va? À l'égard, passez-moi l'expression s'il vous plaît, la redondance. Créancier à l'égard du créancier solidaire dans le cadre d'un autre lien d'obligation. Créancier à l'égard du créancier solidaire dans le cadre d'un autre lien d'obligation. Dans le cadre d'un autre lien d'obligation. Dans le cadre d'un autre lien d'obligation. D'un autre lien d'obligation, ça va? Oui. Qui peut lui opposer. Qui peut lui opposer. Qui peut lui opposer. Qui peut lui opposer, ça va? La compensation. Qui peut lui opposer la compensation. Ça ne peut venir que de lui, pas des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais, écrivez, cette exception ne peut pas être opposée au créancier par d'autres co-débiteurs. Cette exception ne peut pas être opposée au créancier solidaire par d'autres co-débiteurs. Cette exception ne peut pas être opposée au créancier solidaire par d'autres co-débiteurs. Ne peut pas être opposé au créancier solidaire par d'autres co-débiteurs. Par d'autres co-débiteurs. Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, votre attention.
Donc, dans un autre lien d'obligation, B est créancier de A. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que la compensation entre la dette solidaire ici et la dette que B détient vis-à-vis de A, la créance que B détient vis-à-vis de A, cette compensation est-elle possible? Oui, elle est possible. Mais si elle est possible, qui peut la soulever? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tout débiteur solidaire a le droit d'évoquer la compensation lorsqu'il a l'information que le créancier solidaire est aussi tenu vis-à-vis de l'un des co-débiteurs solidaires dans le cadre d'un autre lien d'obligation? Est-ce que je me fais comprendre? Ainsi, nous sommes en train de dire, il n'y a que les débiteurs solidaires, créanciers à l'égard du créancier solidaire, dans un autre lien d'obligation qui peut opposer à ces derniers la compensation. Est-ce que je me fais comprendre? Les autres co-débiteurs ne peuvent pas lui opposer la compensation. S'ils sont attaqués, ils doivent payer. On se comprend, hein? On se comprend? Et on peut évoluer. Maman, vous avez compris? J'insiste. Exprimez-vous toujours si vous ne comprenez pas. La compensation implique la réciprocité d'obligation, oui ou non? A doit à B, A doit à B, et B doit à A. Et B doit à A. 10 000, vous êtes là? Supposons 15 000. Comme il y a réciprocité des dettes, il doit y avoir compensation. À concurrence de ce qui est égal. N'est-ce pas? En pareil cas, B devra à A, il file 5 000 $, parce que les 10 000 tomberont déjà dans la compensation. Jusque-là, ça va. Maintenant, nous ramenons cette explication en matière de solidarité. L'exemple est clair. Supposons maintenant qu'un des co-débiteurs solidaires se trouve être créancier du créancier solidaire dans un autre lien. Un des locataires ici a eu à prêter de l'argent, me fait comprendre, au bailleur. Il devient donc créancier du bailleur dans un autre lien d'obligation. Maintenant, si le bailleur doit réclamer les 1000 ici, qui peut opposer au bailleur la compensation? Telle est la question. Il n'y a que c'est lui, donc le co-débiteur, qui est créancier du créancier solidaire dans un autre lien, qui peut opposer la compensation. Les autres co-débiteurs ne peuvent pas opposer la compensation. C'est ce que nous voulons dire. Est-ce qu'on se comprend bien? Écrivez. En matière de solidarité passive, 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 vous êtes là? Virgule. En cas de décès de l'un des co-débiteurs, 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 je me fais comprendre, virgule, le créancier solidaire, dispose d'un recours, contre, le créancier solidaire dispose d'un recours contre les héritiers. Dispose d'un recours contre les héritiers. Ça va? Mais il ne réclamera pas à chacun d'eux la totalité de la dette solidaire. Il ne réclamera pas à chacun d'eux la totalité de la dette solidaire. Il ne réclamera pas à chacun d'eux la totalité de la dette solidaire. Il ne réclamera pas à chacun d'eux la totalité de la dette solidaire.
Il ne réclamera pas à chacun d'eux la totalité de la dette solidaire. C'est bien noté? Oui. La totalité de la dette solidaire. Ça va? Oui. Écrivez. Il devra prendre en compte. Il devra prendre en compte. Il devra prendre en compte. Il devra prendre en compte la vocation successorale. La vocation successorale de chaque héritier. La vocation successorale de chaque héritier. Il devra prendre en compte la vocation successorale de chaque héritier. La vocation successorale de chaque héritier. Oui. Ça va? Oui. Et diviser la dette solidaire. Diviser la dette solidaire. Diviser la dette solidaire en considération de cette vocation. A et les créanciers. Vous êtes là? B, C, D et E sont débiteurs solidaires. B, C, D et E. B, C, D et E. A, c'est les créanciers. Maintenant, B, C, D et puis E, je fais comprendre, sont des débiteurs. Nous sommes en matière de solidarité, n'est-ce pas? Sont des débiteurs. La créance est de $20 000. La créance est de $20 000. Vous êtes là? Vous êtes là? Puisque nous sommes dans la solidarité, si jamais on attaque A, c'est pour lui réclamer quoi? La totalité. La totalité. Et si lui paye, il a un recours contre les autres pour se faire payer. En fait, la solidarité conduit toujours à une obligation conjointe in fine. Parce que c'est lui qui paye, il doit maintenant attaquer les autres. En attaquant les autres, il divise, non? Il commence à réclamer. Donc, ça nous ramène toujours à l'obligation conjointe. Mais on protège les créanciers initiaux. On se comprend bien? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Eh bien, le montant de la dette est de 20 000. Écrivez. Supposons que c'est décède. Supposons que c'est décède. Supposons que c'est décède. Décède. Ça va? Oui. Et laisse 3 héritiers. Laisse 3 héritiers. 3 héritiers. Ça va? Laisse 3 héritiers. F, G et H. F, G et H. Ça va? Ah. Donc il y a deux types d'indivisibilité. Indivisibilité selon la nature du bien et indivisibilité d'après la convention des parties. Vous êtes là? Écrivez. Il y a donc 2 types d'indivisibilité. Il y a 2 types d'obligations indivisibles. Oui, Maman Dioka. Si la somme est indivisible, chacun des héritiers, si l'un des parties meurt, chacun des héritiers doit donner la totalité de la dette. Donc, le créancier aura le droit d'attaquer chacun des héritiers pour réclamer la totalité. Si là, la totalité auprès de l'un, c'est que même les autres et les autres co-débiteurs ne vont pas payer. C'est clair. Oui. Une préoccupation, allez-y. S'il n'y a qu'un seul héritier, dans ce cas-là, le seul héritier ne peut pas la totalité. Effectivement. Même dans l'obligation solidaire, c'est clair. C'est clair. Vous êtes là? Oui. Il y a 2 types d'obligations indivisibles. Ça va? 2 points. Obligations indivisibles. 2 types d'obligations indivisibles. 2 types d'obligations indivisibles. 2 types d'obligations indivisibles. Vous êtes là? Oui. 2 points. Obligations indivisibles. Suite à la nature du bien. Suite à la nature du bien, il est question pour plusieurs personnes de délivrer un animal. Je me fais comprendre. La nature du bien fait que cette obligation soit indivisible. Ah. On est là, s'il vous plaît? Sur la nature du bien. Ou suite à la convention des parties. Obligation indivisible suite à la convention des parties. Oui.
Obligation indivisible suite à la convention des parties, suite à la nature du bien et suite à la convention des parties. On se comprend bien? Suite à la convention des parties, c'est notamment pour éviter les méfaits de la solidarité. Les méfaits de la solidarité, notamment en cas de décès d'un des co-débiteurs. On se comprend bien? Ok. Mes amis, voilà les obligations complexes. C'est vraiment complexe. Obligation à objet multiple, obligation à sujet multiple. À objet multiple, obligation conjonctive, alternative et facultative. Dans l'obligation conjonctive, le débiteur est tenu face au créancier, est tenu vis-à-vis des créanciers à lui délivrer beaucoup de choses à la fois. Obligation conjonctive. Il lui doit et les téléphones, et l'ordinateur, et les véhicules, ainsi de suite. Une telle obligation, si on pose la question, ça c'est quel type d'obligation? On vous donne un petit casus là. On dit A doit à B, c'est ici. On cite beaucoup de biens. Quelle est la nature de cette obligation? On se comprend bien? Ça c'est une obligation conjonctive. Dans l'obligation alternative, le débiteur est tenu vis-à-vis du créancier, soit à donner tel ou tel autre bien. S'il donne l'un, il est libéré de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Et vice-versa. Obligation alternative. Je te donne 5 000. Si tu m'amènes les téléphones, je vais prendre. Je me fais comprendre? Ou si tu m'amènes les véhicules, je vais prendre. Si tu m'amènes une grue, je vais prendre. On se comprend bien? Donc c'est alternative. Obligation facultative, le débiteur est libéré même s'il donne une chose autre que celle qui a été convenue. Non, soit c'est alternative. Ici, facultative. C'est qu'il peut donner une chose autre que celle convenue. S'il remet l'argent, on se comprend? Très bien. Ok. À sujet multiple, obligation conjointe, obligation solidaire et obligation indivisible. Obligation conjointe, un débiteur face à plusieurs créanciers et il doit à chaque créancier sa quote-part. Un créancier face à plusieurs débiteurs et il doit réclamer à chaque débiteur sa quote-part. Obligation conjointe, mes chers amis, plusieurs inconvénients. Supposons que c'est vous les bailleurs. Vous avez 4 locataires qui habitent la même maison, n'est-ce pas? Ils sont là. Ils occupent le même local. Ils vous doivent $400, mais on vous dit, vous attaquez chacun d'eux pour réclamer $100, $100, $100. C'est vous faire fatiguer, n'est-ce pas? Et si l'un d'eux ne paye pas, les autres ne peuvent pas couvrir son insolvabilité. Et si même il faut aller en justice, vous n'irez pas en justice contre tous au même moment. Vous allez en justice contre chacun d'eux. Vous allez multiplier 4 actions pour vous faire fatiguer. En cela, l'obligation conjointe a un inconvénient. On préfère l'obligation solidaire. Dans l'obligation solidaire, mes chers amis, si un créancier, en présence de plusieurs débiteurs, solidarité passive, il attaque l'un des débiteurs pour avoir la totalité. Et lorsque un débiteur paie la totalité, les autres sont libérés vis-à-vis du créancier. C'est le débiteur qui a payé qui dispose maintenant de recours vis-à-vis des autres pour récupérer la quote-part de chacun. Solidarité passive, solidarité active. Dans la solidarité active, un débiteur face à plusieurs créanciers. Il paye à l'un des créanciers la totalité, quitte à celui qui reçoit la totalité, de rétrocéder aux autres leur quote-part. Et si un créancier attaque le débiteur, c'est pour avoir la totalité. On a compris, hein? Une obligation est indivisible, soit suite à la nature de la chose, soit suite à la convention des parties. À la convention des parties, c'est notamment pour éviter les effets néfastes de la solidarité dans le cadre de la succession telle que nous avons vu. On peut passer? 9e point. S'il vous plaît, 9e point. Oui, papa. Merci beaucoup. Toujours dans le cas des obligations complexes, en droit, on peut partir d'une action civile pour aboutir, par exemple, à une action pénale ou une action civile peut donner lieu à une action pénale. Alors, dans le cas de ces obligations, je prends l'indivisibilité ainsi que la solidarité. Au cas où il y aurait abus de confiance et qu'on quittait l'aspect civil pour aborder l'aspect pénal, parmi les gens qui sont dans l'indivision ou soit ceux qui se retrouvent dans la solidarité, quelle sera la conséquence ou la conséquence sur l'affaire pénale en ce qui concerne chacune de ces personnes? Non, mais il faut donner un cas précis parce que la responsabilité pénale est individuelle. Hein?
J'y réfléchissais, c'est-à-dire, nous sommes par exemple à 3. Nous avons contracté une date, nous nous retrouvons par exemple dans le cadre d'une solidarité. Et que là, celui à qui on doit, les créanciers estiment qu'il y aurait abus de confiance et qui devrait nous attaquer non seulement en civil, mais également en pénal. Entre nous trois maintenant, si on devait... S'ils doivent vous attaquer, on va vous considérer comme auteur. On va vous attaquer vous trois. Hein? On dirait qu'il y a participation criminelle. Alors que en matière civile, si l'un est attaqué, les autres sont considérés également comme étant attaqués. L'action menée contre l'un concerne forcément les autres. En matière civile. Dans le cas du décès de l'un des promoteurs, les enfants, on va poursuivre. En matière pénale? Non, en matière pénale, la responsabilité est individuelle. On ne poursuit pas les enfants pour les infractions commises par les papas. Ça ne peut pas se concevoir. Sauf si il y a déjà un jugement de confiscation spéciale assorti de la force de choses jugées. Là, les enfants seront tenus. Nous allons voir ça en matière en droit pénal. Hein? Droit pénal aussi, c'est... On peut évoluer. 9e point, mes amis, 9e point. Quelques axes fondamentaux de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Quelques axes fondamentaux quelques axes fondamentaux, ça va, de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. La responsabilité civile aquilienne ou quasi-délictuelle. On appelle ça aussi responsabilité civile aquilienne. Quelques axes fondamentaux de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Ou quasi-délictuelle. Responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. C'est bien noté? C'est bien noté? Ah! Écrivez les délits et les quasi-délits. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Je crois que je l'encourageais, bien le faire. Les délits et les quasi-délits. Les délits et les quasi-délits. Et les quasi-délits constituent une source d'obligation. Sont des sources des obligations. Sont des sources des obligations. Autant que le contrat et le quasi-contrat, une source des obligations. Sont des sources des obligations. Vous êtes là? Les sources des obligations. Autant que le contrat et le quasi-contrat. Certains doctrinaires ajoutent même la loi. Autant que le contrat et le quasi-contrat. Autant que le contrat et le quasi-contrat. Source d'obligation. Ça va? Autant que le contrat et le quasi-contrat. Ça va? Écrivez en effet, virgule, un délit ou un quasi-délit, un délit ou un quasi-délit, un délit ou un quasi-délit, entraîne une relation juridique. Une relation juridique entre la victime du dommage, ça va, qui a le statut de créancier. Il faut réparer en sa faveur. La victime du dommage qui a le statut de créancier. Je me fais comprendre? Les statuts de créancier, parce que dans tout lien d'obligation, il doit y avoir un créancier et un débiteur. Hein? La victime du dommage qui a le statut de créancier, je me fais comprendre? Et la personne
Écrit, continue. Et la personne qui doit réparer, et la personne qui doit réparer le préjudice, la personne qui doit réparer le préjudice, qui a le statut de débiteur. La personne qui doit réparer le préjudice, qui a le statut de débiteur. Victime et la personne qui doit réparer le préjudice. Je ne dis pas l'auteur, parce qu'il y a des cas où ce n'est pas l'auteur qui doit réparer, mais c'est une personne autre. Je dis bien la personne qui doit réparer le préjudice. J'insiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le délit comme dans le quasi-délit, les liens d'obligation naissent. Qui est créancier? C'est la victime du dommage. Celui qui a été percuté par le véhicule et qui s'en sort avec une jambe cassée, c'est lui la victime. Et c'est lui qui devient créancier. Est-ce que je me fais comprendre? La personne qui doit réparer, c'est elle la débitrice. Parce que dans toute obligation, il y a les débiteurs et il y a le créancier. On se comprend bien? On se comprend, hein? Il faut comprendre, ce sont des béabas. Je vais juste vous rappeler quelques notions fondamentales. Fondamentales plutôt, quelques axes fondamentaux très importants. On peut écrire, hein? Écrivez. Si les délits, ça c'était comme un premier tiré, deuxième tiré maintenant. Si les délits renvoient à un fait volontaire, si les délits renvoient à un fait volontaire, commis dans l'intention de nuire, Monsieur Aman, ici je te donne un coup. J'ai l'intention de te faire du mal. Ça c'est un délit. Commis dans l'intention de nuire. Je me fais comprendre? Virgule, le quasi-délit est un fait involontaire.